Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de ce libre journal. Benjamin Blanchard au micro. Et bien sûr, je suis avec Henri de Villiers. Bonsoir, cher Henri. Bonsoir Benjamin, bonsoir chers auditeurs. Donc, nous nous retrouvons comme chaque mois pour notre émission, notre série d'émissions à la découverte des églises d'Orient. C'est le 97e épisode et le 31e consacré à la Russie. Et comme chaque mois, en première partie de cette première partie, nous allons découvrir ensemble le temps liturgique du jour, la fête de ce jour. Et ça sera l'occasion d'écouter certaines pièces de la liturgie russe et de prier ensemble. Et avant cela, je vous représente, si besoin était. Donc, vous êtes maître de chapelle de la Schola Sainte-Cécile qui chante à l'église Saint-Eugène dans le 9e arrondissement rue du Conservatoire chaque dimanche à 11h et pour la grand-messe, puis les secondes vêpres du dimanche à 17h45 et en semaine à 19h, le tout filmé en direct et ensuite ça reste en ligne sur la chaîne YouTube IT Missa Est et sur plein de réseaux sociaux comme VK, X, Twitter, Instagram peut-être, TikTok. Instagram, rarement, il n'y a pas une grande audience, mais TikTok en effet la plupart du temps, oui. Voilà, et puis également, vous dirigez le chœur de l'église russe, la paroisse russe catholique de Paris de la Très Sainte Trinité, rue François Gérard, dans le 16e arrondissement, près de l'église d'Auteuil, où la divine liturgie ou les matines sont chantées chaque dimanche à 9h, selon qu'il y a la présence d'un prêtre ou pas. Demain, ce sera le cas. Voilà, mais demain, ce sont les rameaux, puisque Voilà. les calendriers concordent cette Oui, année, tout à et fait. donc ce sont les rameaux dans les deux rites. Dans les deux calendriers, oui. Donc à 9h, c'est pas plus tôt, c'est avant. Non, 9h. À 9h, A priori, donc, il y aura peut-être que ce sera un petit peu avancé, je ne sais pas encore à l'heure à laquelle on enregistre, mais les autres années c'était à 9h. Voilà, donc voilà. à 9h, les rameaux à la Très Sainte Trinité. Il y aura un office de matine parce qu'en fait la bénédiction des rameaux se fait non pas à la messe comme dans le rite romain, mais dans les matines, au milieu des matines. Et donc il y aura une liturgie ou pas? Il y aura une liturgie après, oui. D'accord. Et ensuite, il y a la messe, et c'est la procession des rameaux et la messe à Saint-Eugène à 11h également. Voilà. Des rameaux, alors nous en France, on a traditionnellement du buis parce qu'on n'a pas beaucoup de palmes, de palmiers, notamment au nord de la France, mais on en trouve maintenant avec la vie moderne, mais pendant très longtemps c'était du buis. En Russie, traditionnellement, c'était du saule, c'était branches de saule qu'on utilise pour fêter les rameaux. Les saules qui vont faire des petites fleurs blanches, c'est les premières fleurs qui apparaissent au printemps en Russie en fait. Et donc ces rameaux de saule qu'on appelle des chatons de saule en fait vont être bénis au cours des matines de cette nuit dans les paroisses russes en fait. Alors le dimanche des rameaux, c'est une grande fête, c'est l'une des 12 grandes fêtes de l'année, avec Pâques, avec l'exaltation de la Sainte Croix, avec Noël, avec l'épiphanie. Et en fait, du coup, ça supprime l'office du dimanche, en fait. C'est un office complètement propre qui ne reprend pas le cycle des dimanches des 8 tons qui, sinon, se déroule tout au long de l'année. Alors peut-être avant que nous parlions des rameaux, Oui. J'aimerais peut-être annoncer les horaires de la Semaine Sainte, alors notamment à Saint-Eugène, parce que je ne suis pas sûr que vous les ayez déjà pour la paroisse russe catholique à l'heure où nous enregistrons. On a un peu d'incertitude, mais en principe, on devrait avoir pas mal d'offices. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux de la paroisse russe catholique, soit sur Facebook ou Instagram, par exemple. Ou sur le site de la Schola Sainte-Cécile, tout simplement. Voilà. Mais alors, donc, ceux que nous connaissons déjà, ce sont ceux de la paroisse latine, Saint-Eugène, Sainte-Cécile. Donc, nous avons dit demain à 11h la procession et la messe des rameaux, qui est d'une durée certaine. Oui. Voilà. Alors, c'est une cérémonie assez simple dans le rite byzantin, pour le coup. Ça ne dure pas très longtemps. Donc vous pouvez très bien enchaîner les deux si vous le souhaitez. C'est même plus court que le reste des dimanches de Carême, puisque c'est la liturgie de Saint Jean Chrysostome qui est employée en ce jour et non pas la liturgie de Saint Basile le Grand, qui est quand même beaucoup plus longue. Donc vous pouvez très bien, si vous êtes prêt pour 5 heures d'office, enchaîner les deux. Oui, bien sûr. Certains le font. Voilà. Et donc ça, c'est pour le dimanche des rameaux. Ensuite, il y aura les secondes vêpres du dimanche des rameaux à 17h45.
Je crois que lundi et mardi saint, les messes sont chantées à Saint-Eugène? Elles sont solennelles, oui, elles sont chantées, oui. Toute la semaine? Toute la semaine sainte est chantée, ce qui est bien parce qu'on a commencé à le faire l'an passé et en fait, on comprend mieux la cohérence globale de la grande semaine, de la semaine sainte, en fait. C'est-à-dire que à partir des réformes de Pie XII, on s'est beaucoup se concentrer sur les 3 derniers jours, mais traditionnellement, dans la vision traditionnelle, en fait, c'est une unité qu'on appelait la grande semaine, la semaine sainte, et chaque jour donne une étape et c'est encore plus marqué dans le rite byzantin, en fait, parce que là, dans le rite byzantin, on suit chronologiquement toutes les actions du Christ avant sa passion, en fait, hein. Les derniers discours dans le temple, la malédiction sur l'arbre qui ne porte pas de fruits, ce genre de choses. Tous les derniers épisodes relatés par l'Évangile avant la scène, en fait, sont l'onction de Béthanie dès ce samedi matin. Voilà, il y a une chronologie un peu plus serrée encore dans le rite byzantin, mais qu'on retrouve aussi dans le rite romain. Donc messe solennelle chantée lundi à 19h, Oui, mardi à 19h. avec la Passion selon saint Marc, Donc là, les 4 passions seront chantées voilà, cette année, comme l'an comme l'an dernier. passé. Ensuite, mercredi saint, toujours messe solennelle chantée à 19h, Oui. suivi de l'office des ténèbres du jeudi saint, donc ce ne Donc, sera pas à 20h. Passion selon saint Luc à la messe et ensuite, dès que l'office est Donc à terminé, peu après près un vers petit battement, 21h, oui, 20h30. environ vers 21h, oui. Voilà. L'office des ténèbres du premier jour, donc c'est l'office déjà du jeudi saint, en fait, hein. Mhm. Alors donc voilà, mais pour le Qui est mercredi magnifique, soir. hein, c'est Oui. vraiment un des sommets de la liturgie latine, que ces offices de ténèbres. Et donc ensuite, le jeudi saint, pareil, messe de la Seine à 19h, 20h. à 20h. 20h ou 20h30. Déjà, Je crois que c'est 20h30. 20h30. 20h30, oui. Donc reportez-vous au... Oui, regardez sur soit le site de la paroisse, soit sur scolasainte-cécile.com, en fait, hein. On Et tape- c'est suivi de... Oui, parce qu'il y a la messe Paul VI Oui, voilà. auparavant. C'est suivi de l'office des ténèbres, donc là c'est assez tard. Donc ça commence vers... C'est vraiment dans les ténèbres. vers minuit à peu près, 11h30, Oui, minuit. oui, un petit peu avant, oui. Voilà. Donc la messe de la Seine qui est très belle, qui se conclut avec la procession au reposoir. Puis le lavement des pieds, et là le dépouillement des autels le avant. dépouillement des autels, et puis le lavement des pieds, et là on suit la chronologie des évangiles, c'est-à-dire que c'est, si vous lisez bien l'évangile, c'est après la scène que le Christ lave les pieds de ses disciples, et pas avant ni au milieu. Et bizarrement, les réformes des années 50 ont mis ça au milieu de la messe, alors que tous les rites d'Orient et d'Occident l'ont toujours placé après la messe de la Seine, en suivant l'évangile tout simplement. Et donc là, c'est vraiment toute la semaine sainte, c'est anté-réforme des années 50. Oui, oui. Bon, ça, C'est traditionnel. Oui, voilà. Traditionnel. L'essentiel, c'est que tout le monde prie et se sanctifie. C'est ça. Et donc suivi donc de l'office des ténèbres du vendredi saint, qui sont dans la nuit du jeudi au vendredi. C'est ça. Et puis ensuite, vendredi, vous avez donc la messe des présanctifiés À 19h. Et suivi, donc là aussi qui est très belle, avec les fameuses impropères, le chant des impropères. L'adoration de la croix. L'adoration de la croix. Et suivi de l'office des ténèbres après une courte pause. Donc c'est un peu moins tard que le jeudi. Donc ça, c'est l'office des ténèbres du samedi saint. Et puis ensuite, pour le samedi saint, pour la vigile pascale. Eh bien, la vigile est à 15h. Donc à l'horaire traditionnel. Voilà, puisque les livres liturgiques la marquent entre nonne et vêpres, en fait, hein. Elle se termine par les vêpres, logiquement. Même, on sait que saint Grégoire, par exemple, au VIe siècle, avait tendance à avancer l'heure de nonne à midi pour pouvoir avoir le temps de faire toutes les ordinations et qui se faisaient dans la vigile pascale. On y sacrait même des évêques, donc la cérémonie durait de nombreuses heures. Voilà. Et donc, il y aura les baptêmes pendant une partie des baptêmes de la paroisse à ce moment-là, puisqu'il y en a d'autres qui seront pour la vigile de la Pentecôte, ce qui est une tradition antique, en fait, oui. Et puis ensuite, bien sûr, la messe de Pâques le dimanche à 11h,
suivi les vêpres stationnales de Pâques Ah oui, qui alors seront ça, c'est un peu plus magnifique. tôt que Oui, les autres dimanches parce que c'est plus long. voilà. Alors dites-nous peut-être un mot sur ces vêpres stationnelles qui sont une C particularité de la paroisse aussi. Oui, enfin, c'est une particularité de Paris. C'est un office qui est au propre du diocèse de Paris. Et en fait, Paris a conservé un usage qui, au départ, était purement romain, qui lui-même vient de Jérusalem. Alors, c'est là où c'est intéressant dans cette émission consacrée, à l'Orient chrétien. En fait, c'est le pape Damas, saint Damas, qui, à l'instigation de saint Jérôme, semble-t-il, a institué ces vêpres stationnales sur le modèle de ce qui se faisait à la basilique de l'Anastasie, c'est-à-dire au Saint-Sépulcre, si vous préférez, à Jérusalem, où on faisait des grandes processions avec les catéchumènes qui avaient été baptisés, donc on appelle des néophytes, hein, puisqu'ils sont nouvellement illuminés, néophotizoi, ceux qui viennent de recevoir la lumière, ceux qui viennent d'être illuminés. Donc avec les néophytes, on les conduisait au baptistère pour rendre grâce pour leur baptême, et puis on les menait au Golgotha, là où le Christ avait été crucifié. Et en fait, ces grandes processions ont été traduites dans la liturgie romaine dès le IVe siècle. C'est un élément très ancien de la liturgie romaine qui a disparu lorsque la papauté s'est retrouvée à Avignon, puisque on quittait des grandes basiliques fastueuses pour se retrouver dans une petite chapelle, et donc il a fallu adapter un peu de la liturgie, et donc on a fait disparaître ces vêpres de Pâques dans l'usage de la curie romaine, pour reprendre simplement les antiennes de l'Aude, de l'office des Laudes à vêpres. Mais la plupart des diocèses de l'Empire carolingien ont conservé, avec des adaptations locales, mais ont conservé la structure primitive de ces vêpres stationnales de Pâques qui nous viennent de Jérusalem, en fait. Et à Paris, on a la chance d'avoir dans le propre de Paris régulier, eh bien, cet office magnifique avec 3 magnificats. En fait, c'est 3 offices de vêpres les uns après les autres, avec des processions, des pièces très bizarres, très anciennes et très orientales aussi, en fait, Donc hein. procession devant la croix qui est en face de la chaire, Voilà, puis au baptistère, c'est ça. puis à l'autel de la Sainte Vierge. Voilà, c'est des souvenirs un peu de ce qui se pratiquait au Saint-Sépulcre. Mm. Et puis ensuite, Pâques se prolonge pendant toute une semaine, puisque c'est Voilà, l'octave de Pâques. l'octave de Pâques. C'est pour ça que nous avons encore le lundi de Pâques férié, donc C'est le dernier souvenir. ne l'oublions pas. Donc la messe du lundi est à 11h, messe solennelle. Et il y a ça, c'est une grande joie, il y a de plus en plus de monde tous les ans à cette messe. Et c'est bien parce qu'en fait, il faut, dans le contexte de désacralisation, de sécularisation actuelle, montrer qu'on est attaché à cette octave de Pâques. Sinon, on va nous supprimer le lundi de Pâques en Bien disant sûr. bah, ça ne correspond à rien, donc on peut l'enlever. Voilà. Et puis ensuite, toute la semaine, messe chantée de l'octave de Pâques, donc à mardi, 19h. mercredi, jeudi, vendredi, à 19h et Samedi à 9h30. à 9h30. Voilà. Voilà. Et donc, chers Donc c'est une quinzaine intense, voilà, en fait, chers qui s'ouvre. auditeurs de Radio Courtoisie, j'entends souvent que dire chez des gens un peu attachés à l'héritage chrétien, etc. Ah, regardez comme en Orient, ils fêtent la Semaine Sainte et Pâques pieusement, ou alors comme en Espagne, ils fêtent Bien sûr. tout à fait de manière intense et splendide ces grandes fêtes, ces événements. Ou alors, par rapport à d'autres religions, regardez comme les uns et les autres sont Jeunes ou bien. jeunes, les musulmans, les juifs, etc. Mais en fait, nous aussi, et nous surtout dans notre religion, nous avons de quoi tout à fait nourrir notre foi d'une manière très incarnée, avec de beaux offices qui nous font revivre vraiment tous ces événements. Si on suit vraiment cette quinzaine complète, et bien, comme vous le disiez en introduction, on a vraiment quelque chose de très chronologique et Oui. de très incarné, avec à chaque fois des particularités qui nous font revivre la particularité de ces événements. On n'est pas dans l'ordinaire de chaque dimanche ou de la messe Voilà. de semaine, etc. Après, il n'y a pas d'obligation, chacun Non, fait il n'y a pas à sa d'obligation, mais c'est mesure. vraiment une invitation Oui. pour revivre, pour vivre pleinement cette quinzaine de la Mhm. Semaine Sainte
et de Pâques, et non, plutôt que de se lamenter sur le fait que les traditions chrétiennes ne soient plus pratiquées en France. En fait, en tout cas, si vous êtes à Paris, mais je suis sûr que dans vos paroisses, en tout cas dans les paroisses traditionnelles dans Bien sûr. toute la France, vous avez la possibilité de vivre pleinement cette quinzaine de Pâques. Donc, je peux que vous inciter à y aller plutôt que de grommeler sur la perte du sens des traditions chrétiennes en France et en Europe. Oui, il faut faire vivre notre patrimoine, il faut faire vivre les trésors que nous ont légués tous ces siècles passés. Et voilà. Alors pour moi, ce sera particulièrement intense avec la coïncidence des 2 Pâques cette année, j'avoue. Alors le samedi saint, par exemple, on aura la vigile pascale byzantine russe le matin à 10 h, suivi de. Alors après, je retourne à Saint-Eugène pour la vigile pascale latine à 15 h. Alors c'est très copieux toutes les deux, hein. La vigile pascale byzantine, il y a 15 prophéties, dont le livre de Jonas in extenso du premier au dernier verset. Et puis des longues leçons sur les Nabucodonosor et les souffrances qu'il fait subir aux 3 enfants dans la fournaise, avec les 3 cantiques des 3 enfants dans la fournaise qui sont chantés. Mais on a aussi Nabucodonosor dans la Vigile pascale latine ensuite. Alors, c'est supprimé dans les réformes de 55, malheureusement, mais c'était le cas. Il y avait 12 prophéties avant, et effectivement. Donc tout ça est très dense. Il faut comprendre que c'est l'ultime catéchèse qu'on livre aux catéchumènes qui vont être baptisés ensuite. Et puis après, je retourne, une fois que j'ai fait la vigile pascale latine, je retourne à la paroisse de la Trinité russe pour la nuit de Pâques. Donc là, c'est les matines de Pâques suivies de la messe du jour de Pâques, mais ce qui est célébré tôt dans la nuit, quoi. Voilà. Donc c'est Vous avez l'horaire déjà? En principe 21 h. 21 h. Donc voilà, donc notez bien, chers auditeurs, si vous voulez suivre plutôt la Semaine Sainte en rite byzantin, donc à 10 h. Il y a moyen de faire les deux, puisque les Oui. offices ne coïncident pas. Donc, donc pour les rameaux, à 9 h, donc les matines et la divine liturgie des rameaux à la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité. Et ensuite pour Pâques, à 10 h le samedi matin, la messe de la Vigile pascale. Et a priori, à la paroisse de la Trinité, alors c'est sous confirmation, mais le jeudi saint, la liturgie de la Seine, en fait, est à midi. Donc c'est vêpres et liturgie de Saint-Basile le Grand, la liturgie du jeudi saint. Et puis le vendredi saint, c'est un jour sans divine liturgie, sans messe, sans communion. On ne communie pas le vendredi saint dans les rites orientaux, en fait. Et c'était le cas aussi dans les rites latins. Alors dans les rites latins, autrefois c'était que le prêtre qui communiait. Bon, après ça s'est étendu. Mais le vendredi saint, en fait, il y a un très bel office à midi aussi, qui sont les vêpres de l'ensevelissement. En fait, on met le corps du Christ au tombeau, en fait. Donc c'est quelque chose d'assez bouleversant. Les textes sont vraiment très très beaux, et c'est un des bijoux de la Semaine Sainte byzantine, en fait. Donc, je récapitule. Donc, jeudi saint à midi chez les Russes catholiques, vendredi saint à midi chez les Russes catholiques, samedi saint, la vigile pascale à 10 h le matin chez les Russes catholiques, et le soir, matine de Pâques et messe de Pâques, la divine liturgie de Pâques, donc à partir de 21 h. Donc vous avez tout, chers auditeurs, en tout cas avec pour les Parisiens. Les agapes pascales avec vodka et Zakowski à la suite. Voilà, vous avez tous les horaires pour vivre pleinement, que ça soit de manière latine ou byzantine, ou les deux, cette belle fête de Pâques. Donc maintenant, revenons aux rameaux, cher Henri, en Russie. Les rameaux en Russie, donc je disais, comme en Occident, on bénit des rameaux. Alors ce sont des branches de saule. Alors souvent maintenant le clergé a aussi des palmes qui sont plantées par des pépiniéristes, hein, mais traditionnellement, comme le palmier ne venait pas en Russie, comme on peut imaginer, on utilisait des fleurs de saule, des chatons de saule. C'est très beau d'ailleurs, ça fait un bel effet, je trouve, en fait, ces rameaux ornés de petites boules blanches. Et donc, traditionnellement, les rameaux sont bénis au milieu de l'office des matines, après l'évangile des matines, qui est à peu près au milieu de l'office, avant le canon, et on les distribue ensuite aux fidèles pendant les stichères qui suivent l'évangile et le début du canon de la fête, en fait. Alors c'est un jour de grande fête. Le titre, on l'appelle pas Dimanche des Rameaux, on l'appelle Wchod Gospodien w Jerusalem, c'est-à-dire l'entrée du Seigneur à Jérusalem. Et c'est un jour de fête, et c'est pour ça que
que l'abstinence du carême est un petit peu tempérée, puisqu'on a droit exceptionnellement à manger du poisson aujourd'hui, et à prendre de l'huile végétale. Mais pas de l'huile animale. Et Donc pas de graisse de canard. pas de graisse de canard ou de porc. Du coup, voilà, en fait, c'est un jour de réjouissance. L'office suit l'ordre des grandes fêtes et on va prier un peu et écouter des pièces avec des styles très divers, hein, comme à chaque fois, j'essaie de faire du très traditionnel, des compositions plus modernes, en fait, pour donner un peu un éventail de ce qu'on peut entendre dans des églises en Russie. On va commencer par écouter une pièce qui est dans l'Office des Vêpres, donc qui est chantée à peu près au moment où nous parlons, qui est le premier sticker, ou sticher, comme on voudra, de la Litie. Alors la Litie, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de procession qui vient de Jérusalem aussi. Et à la fin des Vêpres, on sort en procession. Normalement, on sort de l'église, mais comme il fait froid, la plupart du temps, on reste à l'intérieur. Mais à l'origine, en Palestine, on sortait dehors pour faire des grandes prières pour l'univers, en fait, hein, c'est l'idée. Donc, c'est une pièce qui accompagne cette procession. Elle est ici chantée par un chœur de Minsk, en Biélorussie, le chœur de l'église de l'icône de la Mère de Dieu, joie de tous les affligés, sous la direction de la régente Madame Yanoum, et qui va utiliser en fait ici une mélodie traditionnelle, un chant znaméni. Alors, pour simplifier, grosso modo, on dira que c'est l'équivalent du chant grégorien, si vous voulez. Donc c'est du plein chant médiéval, qui est harmonisé à 4 voix quand même, par un compositeur moderne, qui s'appelle Konstantinov, qui a laissé beaucoup d'harmonisation. Alors voici ce que nous allons écouter. Le Saint-Esprit, qui a appris aux apôtres à parler d'autres langues étrangères, porte les enfants innocents des Hébreux à proclamer Hosanna au plus haut des cieux, béni est celui qui vient, le roi d'Israël. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard, et je suis avec Henri de Villiers pour notre série d'émissions à la découverte des églises d'Orient. Donc c'est le 97e épisode et le 31e consacré à la Russie. Et nous sommes, avant de retourner dans l'histoire russe, Nous fêtons les rameaux. Nous fêtons les rameaux, voilà. Bon dimanche des rameaux à tous. Alors on vient d'écouter donc une première pièce de l'Office des Vêpres de ce dimanche, Office des Vêpres qui est célébré le samedi soir bien sûr. Et à la fin de l'Office des Vêpres va se faire entendre... Est-ce qu'il y a aussi des secondes vêpres le dimanche soir? Alors non, le système des secondes vêpres n'existe pas. Il y a des vêpres, mais ce sont celles du lundi soir en fait. Enfin, du lundi qui sont célébrées le dimanche soir. Il y a quand même des petites pièces de l'Office du dimanche qui parfois sont reprises dans l'Office. Donc ça ressemblerait peut-être à un genre de seconde vêpre latine. Bon. Alors on va donc entendre maintenant le tropère de la fête. Et c'est une fête un peu spéciale puisqu'il y a 2 tropères. Alors, il y a 2 tropères, pourquoi? Parce qu'il y a le tropère des rameaux, effectivement, mais avant le tropère des rameaux, on va chanter le tropère du samedi de Lazare, qui vient de se terminer. C'est ce samedi avant les rameaux.
Et dans l'église byzantine, on fait commémoraison de ce dimanche de la résurrection de Lazare, en fait, hein, à Béthanie, à la demande de Marthe et Marie, le Christ ressuscite son ami Lazare, qui est déjà mort depuis 3 jours. Et en fait, c'est un symbole, évidemment, de sa prochaine résurrection. Et dans la chronologie byzantine, on place cet événement avant la Semaine Sainte pour montrer la logique, en fait, hein. On est conduit vers la résurrection du Christ de la même façon. Alors voici ce tropère, ce premier tropère qui est celui du samedi de Lazare, mais qui du coup est rechanté complètement au rameau, en fait. Donc c'est un tropère qui est valable 2 jours et qui est dans le premier ton. Voici son texte. Avant ta passion, tu t'es fait le garant de notre commune résurrection en ressuscitant Lazare d'entre les morts au Christ Dieu. C'est pourquoi nous aussi, comme les enfants portant les symboles de la victoire, nous te chantons à toi le vainqueur de la mort, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc nous venons d'entendre le tropère du samedi de Lazare, Voilà, qui est aussi chanté le dimanche oui, des son Rameaux. texte correspond, on comprend bien. Nous portons les symboles de la victoire, nous te chantons Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est évidemment appliqué au rameau également. On vient d'écouter le chœur Colorite sous la direction du protodiacre Tarasius Moudrak, qui nous chantait une harmonisation assez classique, assez commune, disons. Donc là, on est sur un chant très traditionnel à 4 voix, typique de ce qu'on peut entendre en Russie. Alors voici le second tropère de la fête, puisqu'il y a historiquement le tropère de Lazare, finalement, du samedi de Lazare, a servi aussi pour le dimanche des Rameaux, mais il y en avait un déjà pour le dimanche des Rameaux. Donc le second tropère, ton 4, enseveli avec toi par le baptême au Christ notre Dieu, nous avons été rendus dignes de la vie immortelle par ta résurrection, et nous te clamons cette louange, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc nous venons d'entendre le tropère du dimanche des Rameaux, le Voilà, second le second tropère tropère. de la fête. Interprété par l'excellent chœur des moines du monastère Sretensky de Moscou, que nous connaissons bien, enfin que nous avons souvent cité dans cette émission. C'est un style très particulier qu'on reconnaît vraiment facilement. Ensuite, on va passer à on va évoquer l'office des matines, donc qui est chanté au cours de cette nuit. Au cours de ces matines, on bénit les rameaux, donc disais-je, et on va chanter, alors ce que les Russes appellent le Velichanie. En grec, on dit plutôt mégalinaire, c'est la traduction qui prévaut dans les traductions liturgiques françaises. Donc c'est une pièce qui est chantée pour honorer l'icône des rameaux. Donc le clergé sort en procession et apporte derrière l'iconostase l'icône du jour et les jours de grande fête, et on la place au milieu de l'église, et là on encense cette icône, puis on fait un grand encensement solennel de toute l'église, et on chante à ce moment-là cette pièce. Donc voici sa traduction. Nous te magnifions, ô Christ, donateur de vie, et nous aussi, nous te chantons, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors là, c'est une musique un peu différente, un peu composée. C'est le chœur Colorite sous la direction du protodiacre Tarasius Moudrak, toujours, que nous avons entendu tout à l'heure pour le premier tropère de la fête. Et c'est une mélodie, une musique composée par un certain Dodonov avec un arrangement de l'higoumène
petit fort. Donc nous venons d'entendre le mégalinaire des Matines des Rameaux. Voilà, très très belle composition, magnifiquement interprétée. On continue dans l'office des matines. On va passer maintenant au kondak, au kondakion si vous préférez. Cette pièce qui s'insère au milieu du canon et qui est reprise ensuite à d'autres offices, notamment à la Divine Liturgie. Le kondakion de la fête est dans le ton 6. Il va être interprété ici par toujours le chœur du monastère Sretensky de Moscou, le monastère de la rencontre, si vous préférez. Voici la traduction de ce kondak. Porté sur un trône dans le ciel et par un anon sur la terre, ô Christ Dieu, tu as reçu la louange des anges et le chant des enfants, qui te clament, béni sois-tu, toi qui viens rappeler Adam. Le kondak de la fête des Rameaux. Ton 6, et si vous êtes un peu habitué à la musique religieuse russe, c'est un ton 6 assez classique, mais avec des ornementations un peu plus fleuries que le ton 6 plus ordinaire, disons. Et justement, on va réécouter le même texte, mais chanter cette fois-ci en znameni, c'est-à-dire en plein chant médiéval, en plein chant mesuré, par les moines d'un monastère pour lequel on n'a pas consacré de topo dans cette série d'émissions, mais un monastère très important, Optina Pustin, le désert d'Optina, si on peut traduire. C'est le monastère dédié à la présentation de la Vierge, pas très loin de la ville de Kozelsk, dans l'oblast de Kalouga. Donc c'est une ville un peu vers l'Ukraine et la Biélorussie. Là où était réfugié le deuxième Faux Dimitri, si vous avez bien suivi l'émission du mois dernier. C'est un monastère qui est fondé au XIVe siècle par un brigand qui s'est repenti, qui s'appelait Opicia, et donc le nom d'Optina vient de lui. Et il a surtout connu une grande importance au XIXe siècle comme centre spirituel. En fait, il a des ermites qui étaient très célèbres.
et qui ont attiré énormément de pèlerins. Et en fait, beaucoup d'écrivains et philosophes russes du 19e siècle ont été marqués par le monastère d'Optina. Notamment, c'est le cas de Vladimir Soloviev, euh, dont on parlera abondamment plus tard, puisque c'est quelque part lui qui est à l'origine de la fondation de l'Église russe catholique, et qui amène à ce monastère Fyodor Dostoïevski, qui était en grande peine à l'époque, puisqu'il avait vécu le drame de la mort de son fils. Et Dostoïevski va faire un séjour dans ce monastère qui manifestement va le marquer beaucoup, puisque plusieurs détails de son roman Les Frères Karamazov font suite à cette visite à Optina. Et en fait, le prototype du Starets Zozim dans l'ouvrage de Dostoïevski semble être un starets qui vivait à cette époque et qui a été canonisé depuis, qui est saint Ambroise d'Optina. Donc voici donc le même Kondakion du dimanche des Rameaux. Je peux rappeler son texte parce qu'il est magnifique, avec des comparaisons entre le ciel et la terre très typiques de la liturgie byzantine. Porté sur un trône dans le ciel et par un anon sur la terre, ô Christ Dieu, tu as reçu la louange des anges et le chant des enfants qui te clament. Béni sois-tu, toi qui viens rappeler Adam. Nous venons d'écouter en magnifique plein chant médiéval, un peu comme le chant grégorien si vous préférez. C'est le chant Znameni, c'est un des chants médiévaux. On fera un jour une émission quand on aura épuisé l'histoire de la Russie sur le chant russe. J'en reparlerai, mais c'est un chant majeur dans le paysage musical sacré russe. Et donc, il était interprété ici par les moines d'Optina Poustine, du désert d'Optina, un monastère très célèbre qui a eu une grande importance au 19e siècle et qui a une grande importance aujourd'hui, puisque la vie monastique y refleurit après avoir été détruite par le communisme. Et c'est un monastère qui, comme vous venez de l'entendre, chante très bien, mais aussi a une vie spirituelle intense. Alors Henri, vous avez encore une pièce à nous proposer. Voilà. On va finir cette évocation du dimanche des rameaux russe avec une pièce d'un compositeur qui est pas un de ceux que je préfère. D'habitude, je n'aime pas trop ses compositions. C'est un Kastalski. Alors, il y a beaucoup de fans de Kastalski. C'est un style un peu particulier. Il vivait donc au tournant du 19e et du 20e siècle et il a fait des harmonisations que je trouve un petit peu dérangeantes parfois. Mais bon, là, en tout cas... Il vient à Saint-Pétersbourg je pense, oui. Et dans la grande efflorescence musicale de l'Église russe au tournant du 19e et du 20e siècle, c'est un personnage majeur. Hein, on peut difficilement faire l'impasse sur lui. J'aime beaucoup cette composition pour le Zazdostойник, c'est-à-dire un genre comment on pourrait traduire ça? C'est un mégalinaire aussi, on va dire. C'est-à-dire une pièce qu'on chante au moment de la liturgie, dans l'anaphore eucharistique, dans le canon de la messe, si vous préférez. Il y a une prière où on invoque la Vierge Marie et on chante un chant à l'honneur de la Vierge Marie, qui est en fait l'antienne du Magnificat qui a été chanté pendant les laudes, qui est reprise à ce moment-là, mais chantée souvent de façon différente.
Alors le mégalinaire à la Mère de Dieu du Dimanche des Rameaux ne parle pas du tout de la Vierge Marie, mais en fait parle des rameaux. En voici le texte. Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu. Préparez la fête et dans l'allégresse venez exalter le Christ, portant rameaux et branches en chantant. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, notre Sauveur. Et cette pièce, donc composée, mise en musique par Kastalski, est interprétée par le chœur patriarcal de la cathédrale du Christ Sauveur de Moscou, sous la direction du régent Georgievski. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Merci d'avance, chers auditeurs, pour votre soutien à notre chère radio. On a donc fini cette évocation du Dimanche des Rameaux en Russie avec ces magnifiques pièces de l'Office byzantin. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le thème qui est repris incessamment entre les vêpres, les matines et la divine liturgie. Et donc, chers auditeurs, nous allons passer à la seconde partie de cette première partie d'émission. Donc nous revenons à l'histoire russe, Voilà. autant troublé, puisque le mois dernier, nous avions évoqué toute la période avec le second Faux Dimitri, Oui. le règne de Basile IV, règne très troublé, l'alliance avec les Suédois, l'invasion polonaise, les Polonais à Moscou. Voilà, les Polonais à Moscou, qui avec brûlent Moscou. Ladislas Vasa, donc le fils du roi de Pologne qui devient tsar de Russie. Voilà. Et mais donc, finalement, son père qui ne veut pas lui laisser le trône et qui revendique le trône pour lui-même. Enfin bon, c'est une époque troublée, on ne sait plus à quel tsar se vouer, si je peux dire. Donc il y en a tellement. Et donc je crois que ces temps troublés vont continuer et que d'autres Faux Dimitri vont apparaître. Voilà, qu'on va évoquer dans un premier temps. Donc le second Dimitri avait quand même été le second Faux Dimitri avait été une figure majeure.
il prétendait continuer le premier tsar faux Dimitri qui avait été régulièrement élu et reconnu par les États généraux comme étant le vrai Dimitri. Le vrai Dimitri est en fait mort enfant, assassiné par Boris Godunov, enfin fait assassiner par Boris Godunov. Voilà, alors là où on en était, eh bien le deuxième faux Dimitri a été tué par un Tatar, le fils d'un Tatar qui avait livré son père au faux Dimitri. Et finalement, les Polonais sont à Moscou. Et le roi de Pologne revendique le trône de Russie. Alors, c'est l'anarchie, évidemment, comme on peut le dire. Je n'ai pas souligné le fait, mais il y a des brigands, des compagnies de brigands qui traversent toutes les campagnes. Chaque ville est un peu livrée à elle-même. En fait, l'État se délite complètement et la Russie est à deux doigts de disparaître en tant que telle. Dans ce contexte va apparaître un troisième faux Dimitri. C'est une Ce n'est pas véritable fini. épidémie. Alors, on ne sait pas très bien, là encore, qui pouvait être ce troisième faux Dimitri. On a moins d'hypothèses que pour le second faux Dimitri, où là, c'est un peu plus opaque. En fait, il y a deux possibilités. Soit il s'agit d'un voleur, pour certains, et pour d'autres, il Il s'agit y avait des grandes d'un diacre. opportunités d'ascension sociale. Oui, voilà. En tout cas, il apparaît sur le marché de Novgorod en 1611. Et il déclare qu'il est le miraculé tsar Dimitri, qui n'a pas été... Et rappelons, en quelle année a été tué le tsar Dimitri Alors, le premier, je ne sais plus, il est mort dans les années 1580, il me semble, 1560. Et là, on est en 1611, en fait. Hein. D'ailleurs, je ne sais plus si je l'avais dit, mais le vrai Dimitri, après la mort du premier faux Dimitri, l'Église l'avait placé sur les autels, l'avait canonisé comme ça, un peu pour fermer la discussion. Le vrai. Le vrai est saint. En même temps, c'est quelque part une reconnaissance de son martyre, puisqu'il a été assassiné par son parent Boris Godunov. En tout cas, pas par lui, mais sur les ordres de Boris Godunov. Donc le troisième faux Dimitri apparaît en 1611 sur un marché de Novgorod. Alors, les Novgorodiens n'y croient pas, hein, donc ils le bannissent de leur ville. Alors, il descend dans une autre ville, Ivangorod, et puis il se fait passer pour le tsar là-bas aussi. Il dit qu'en fait, il n'a pas été tué par le prince tatar à Kalouga, mais qu'il s'est miraculeusement une fois de plus échappé et qu'il a survécu. Alors, les habitants d'Ivangorod sont à bout de force. Hein. Ils subissent la guerre avec les Suédois qui assiègent la ville depuis plusieurs mois. Et du coup, pour eux, c'est quand même une opportunité. Donc, c'est un sauveur providentiel qui arrive. Donc, ils sonnent les cloches pendant 3 jours et tirent des canons pour célébrer le fait que le tsar Dimitri a échappé à la mort et est de nouveau avec eux. En fait, les Cosaques, comme toujours, qui avaient juré fidélité au premier faux Dimitri et puis avaient suivi le second faux Dimitri, rappliquent. Et les Cosaques donc viennent rejoindre cet imposteur. Et donc, il y a des petites villes qui commencent à le suivre. Voilà. Et au point qu'ils commencent à négocier avec les Suédois. Alors, le roi de Suède, Charles IX Vasa, envoie un émissaire, Peter Petreius, qui avait bien connu le premier faux Dimitri, qui avait négocié avec le premier faux Dimitri. Donc, cet émissaire, évidemment, reconnaît que ce troisième faux Dimitri est un imposteur, que ça ne correspond pas du tout, que c'est pas du tout le même personnage, parce que lui avait connu le premier vrai Dimitri. Qui était déjà un imposteur. Oui, qui était déjà un imposteur. Et donc, le roi de Suède reçoit ce rapport, mais quand même ordonne de cesser toute tractation avec cet imposteur. Alors l'imposteur a avec lui une armée de Cosaques essentiellement et quelques mercenaires, et puis il avance sur la ville de Pskov.
Pskov lui ouvre ses portes. Il s'y installe en juillet 1611 avec ses troupes. Et il négocie pour que les habitants de Pskov le reconnaissent comme tsar, comme souverain. Et finalement, Pskov, qui lui aussi est menacé, la ville est menacée elle aussi par les Suédois, donc va se disposer à reconnaître ce troisième faux Dimitri. Donc finalement, les rangs de ses partisans grossissent progressivement. Et des petites villes dans les environs vont le reconnaître comme leur souverain. Les Suédois essaient de prendre Pskov, qui est à 2 pas de la Suède, qui possède l'Estonie actuelle, la Carélie, la Finlande. Et donc, le faux Dimitri va être en négociation à nouveau avec les Suédois. Les Suédois vont lui dire on vous reconnaît comme gouverneur de Pskov, mais il est hors de question qu'on vous reconnaisse comme le vrai faux Dimitri qui a survécu, donc vous n'êtes pas tsar. Alors évidemment, le troisième faux Dimitri refuse cette proposition et préfère combattre les Suédois. Et en fait, c'est non sans succès, c'est-à-dire que sous son commandement, ce troisième faux Dimitri arrive à galvaniser ses Cosaques et ils réussissent une sortie et ils percent l'encerclement suédois de la ville de Pskov. Donc voilà, alors ça se passe plutôt bien. Et pendant que le règne de ce troisième faux Dimitri commence à prospérer dans la région de Pskov et Novgorod, eh bien, il y a un quatrième faux Dimitri qui apparaît. Mais lui, cette fois-ci, au sud-est, dans la ville d'Astrakhan. Et donc, toute la région de la Basse-Volga, autour d'Astrakhan, va reconnaître ce faux tsar Dimitri. Donc, on se retrouve à un moment avec 3 tsars. Le Polonais, qui est à Moscou, le faux Dimitri de Pskov et le faux Dimitri d'Astrakhan. Donc voilà, on peut choisir à quel tsar se vouer finalement. Et malheureusement, ou plutôt heureusement, ce quatrième faux Dimitri d'Astrakhan, lui disparaît assez rapidement, en moins d'1 an. Et ses partisans sont défaits et on perd sa trace en 1612. Mais celui de Pskov. Alors celui de Pskov, lui, bien sûr, il veut régner à Moscou, puisque c'est le siège normal du pouvoir en Russie. Et donc, il envoie des émissaires à la capitale. Finalement, les moscovites envoient à nouveau des émissaires à Pskov, mais là, ces émissaires sont, semble-t-il, quelque peu intimidés de la part des habitants de Pskov, et les émissaires de Moscou vont déclarer que oui, le Dimitri de Pskov est leur véritable souverain, c'est le vrai tsar Dimitri qui a survécu 2 fois déjà, et qui continue. Donc ces Cosaques... 3 fois, pardon. L'assassinat de Boris Godunov. Oui, c'est vrai. Oui, 3 fois. Oui, bon. Admettons, oui, 3 fois. L'assassinat de Boris Godunov, la révolution et le tir au canon. Et le tir au canon par Basil Katchouïski. Et puis à Kalouga, la mort par un obscur tatar qui deviendra un prince russe après. Alors, les Cosaques de Moscou, qui, vous vous souvenez, on en avait parlé, il y avait toute une troupe de Cosaques qui était remontée, qui avait, avec 100 000 hommes, essayé de prendre le Kremlin de Moscou aux Polonais, mais n'y étaient pas parvenus. Ces Cosaques de Moscou vont prêter serment au troisième faux Dimitri, en mars 1612. Et beaucoup de commerçants moscovites, de nobles moscovites, de boyards moscovites, de soldats moscovites vont, dans leur sillage, prêter serment, y compris le prince Dimitri Troubetskoï, qui lui aussi faisait partie de cette coalition qui assiégeait les Polonais à Moscou, en fait. Donc ce troisième imposteur commence à avoir des soutiens importants même à Moscou, va s'assurer le soutien d'autres villes du nord et du sud de la Russie, et finalement ça lui ouvre la route de Moscou. Donc il va vers Moscou,
les moscovites envoient une ambassade de Cosaques pour assurer que le voyage du tsar à Moscou se déroule sans embûche. Et à la tête de cette ambassade, c'est un certain Pletcheyev qui connaissait bien le second faux Dimitri et qui forcément reconnaît que le troisième n'est pas le vrai, mais publiquement, il va dire oui, oui, c'est bien le vrai Dimitri Ivanovitch, fils d'Ivan IV le Terrible, je le reconnais comme étant le vrai. Voilà. Donc, une fois de plus, on a cette chose insensée que des gens qui connaissent l'imposture se prononcent officiellement en faveur de l'imposteur. C'est pas l'unique fois, on l'avait vu déjà avec les autres faux Dimitri. Donc, le drame, c'est que ce troisième faux Dimitri, comme le second d'ailleurs, ne mène pas une vie exemplaire et se révèle être un piètre leader. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est surtout de mener une vie dissolue, de débauche. Et en fait, il va être violent, un tsar dans toute la mauvaise acception du terme, si on peut dire, et il va accabler la population de Pskov d'impôts. Donc, évidemment, ça sape son soutien populaire, comme on peut imaginer, et un complot contre cet imposteur voit le jour à Pskov même. Et finalement, les Cosaques moscovites qui devaient accompagner le faux tsar à Moscou se ravisent et quittent Pskov. Les habitants de Pskov en ont marre de cet imposteur fou, en fait. Et les Suédois remettent le siège devant Pskov. Et évidemment, le troisième faux Dimitri, sachant que ça se passe pas très bien pour lui, tente de fuir et de percer les lignes suédoises avec une escouade de troupes à sa solde. Et en fait, les habitants de Pskov, qui n'en peuvent plus, envoient eux-mêmes des troupes à la suite des fuyards. Et en fait, le rattrapent au bout de 2 jours de fuite et le ramènent à Pskov, les fers aux mains. On le met dans une cage et on l'expose sur un marché à Pskov. Le siège suédois n'était pas très hermétique. Pas très hermétique, non. Bon, c'était surtout un faubourg de Pskov, mais ils n'avaient pas fait le tour de la ville. Bon. Et donc, c'en est fini de ce règne éphémère du troisième Dimitri. Le quatrième Dimitri a déjà disparu. Et en fait... Pardon, du troisième faux. Faux Dimitri, oui. N'oublions pas le vrai quand même. Le vrai quand même, qui est saint pour l'Église orthodoxe, voilà, et qui est mort enfant. Et donc, les Pskoviens savent pas quoi faire de ce faux Dimitri, donc ils vont décider de l'envoyer à Moscou. Et en fait, pendant son transfert à Moscou, des troupes polonaises attaquent le convoi. Et pendant cette attaque des troupes polonaises, en fait, les Pskoviens tuent l'imposteur et prennent la fuite. Voilà. Donc, c'en est fini. Il n'y a plus de faux Dimitri du tout. Les quatre sont morts et épuisés. Et il faut passer à autre chose. Donc, que faire maintenant ? C'est une situation affreuse. Il n'y a plus de tsar légitime. Il y a toujours un Vasa à Moscou. Il y a toujours un Vasa qui prétend régner à Moscou, mais qui n'a qu'une garnison. Mais qui n'est pas lui-même sur place. Le patriarche Filaret Romanov est prisonnier des Polonais à Marienbourg. Les Suédois ont envahi Novgorod, ils sont aux portes de Pskov. Les Polonais sont au Kremlin de Moscou. La haute noblesse est vendue à un ou à l'autre des 2 camps étrangers. Il y a des bandes de brigands et de routiers qui pillent partout. On torture les paysans, on brûle les églises, on pille, on massacre. C'est l'anarchie totale dans tout le pays. Et évidemment, dans cette situation, les récoltes sont mauvaises parce qu'elles ne peuvent pas être conduites normalement, et donc la famine sévit. Et une famine telle que dans certaines contrées de Russie, on se met à manger de la chair humaine. Et donc le pays est dans une détresse extrême. Alors, qu'est-ce qui va sauver la Russie à ce moment critique de son histoire où elle aurait pu disparaître ? Eh bien, c'est le peuple. Et ça, c'est assez touchant et assez émouvant, quelque part. C'est que le salut va venir de quelqu'un de très, très basse extraction. Alors, on va expliquer un peu comment ça se passe. Mais
quelque part, alors c'est pas aussi magnifique que l'histoire de Jeanne d'Arc chez nous, mais c'est quand Évidemment. même assez touchant. Euh, ce qui va préparer en fait le redressement de la Russie, c'est les moines du monastère de la Trinité Saint-Serge. On avait vu qu'ils avaient été assiégés plusieurs fois par les troupes polonaises, qu'ils avaient tenu des sièges de plusieurs mois, 16 mois je crois, et ils avaient été victorieux. Le siège des Donc Polonais ces avait dû moines, être c'est lavé. la Trinité Saint-Serge, Voilà. dans quelle ville déjà? Alors c'est le Sergeïev Posad, c'est la ville de Sergeïev Posad, c'est-à-dire le Kremlin, vous voyez, c'est une muraille. Et Citadelle. Posad, c'est une citadelle après enfin, c'est un premier rang de citadelle avant le Kremlin, en fait. Hein. Donc Plus large. c'est une cité fortifiée un peu plus large, donc c'est ce que veut dire ce mot initialement. Et donc c'est la ville de Serge, et c'est à, je crois, 80 km au nord-est de Moscou. Et Sergeïev Posad, le monastère de Serge, avait été, grâce à Serge de Radonej, avait été, on l'avait vu, le ferment du réveil national russe face au joug mongol. C'était de là qu'était née la résistance nationale contre l'oppression des Tatars mongols. Et c'est de là que va naître le réveil du sentiment national russe aussi face au péril polonais, en fait. Hein. Et donc, l'higoumène, c'est-à-dire le père supérieur, l'abbé, si vous préférez, de la Trinité Saint-Serge, va écrire énormément de lettres à toutes les villes de Russie pour essayer de réveiller un peu une ardeur nationaliste. Et en fait, ces lettres arrivent dans diverses villes et l'une d'entre elles parvient à Nijni Novgorod, en fait, hein, une ville importante, une Dans l'Oural. place marchande un peu avant l'Oural, je crois. Le protoprêtre de la cathédrale de Nijni Novgorod en fit la lecture de cette lettre devant le peuple assemblé. Et un boucher qui était là et qui entend, un boucher, Kouzma Minin, se lève et là tient un discours galvanisant fameux qui est resté célèbre. Ce boucher, en fait, le boucher Minin, dit « Si nous voulons sauver l'empire de Moscovie, il ne faut pas épargner ni nos terres ni nos biens. Vendons nos maisons, engageons nos femmes et nos enfants, cherchons un homme qui veuille combattre pour la foi orthodoxe et marcher à notre tête. Tout doit donner, s'armer soi-même. » Et voilà. Et en fait, Minin va lui-même donner l'exemple. Il va donner le tiers de tous ses biens pour créer un fonds pour financer des troupes, en fait. Une fan de Nijni Novgorod qui possédait 12 000 roubles, ce qui est une somme énorme à l'époque, en donne 10 000 pour la cause nationale. Et en fait, ça fait boule de neige et beaucoup donnent des contributions généreuses comme ceci pour avoir un fonds. Minin devient le trésorier de l'insurrection, quelque part. Voilà. Mais il ne veut pas un chef. Il ne veut pas être chef. Il ne veut pas être chef parce qu'il estime qu'un boucher ne doit pas être un chef de guerre et ils veulent un noble en fait pour les conduire. Alors il faut trouver un noble qui veuille bien prendre la tête de cette insurrection nationale et on va trouver un prince. Romanov, j'imagine. Non. Non. Et non. Justement. Le prince Dimitri Pojarsky, qui vivait près d'une petite ville appelée Starodoub et qui avait participé à la tentative de prendre le Kremlin aux Polonais. Il y avait subi des blessures et donc il essayait de soigner ces blessures-là lors de ces émeutes de Moscou qu'on avait évoquées la fois dernière. Minin, le boucher, vient trouver ce prince et lui demande de prendre le commandement de l'armée. Et en fait, le prince accepte. Et alors, ce qui est assez frappant et assez beau et assez étonnant, c'est que les Russes sentent qu'ils sont en état de péché.
parce qu'on avait tellement prêté de serments qu'on avait violés aussi sec après, des serments qu'on avait fait à Godunov de suivre son fils, mais finalement, une fois Godunov mort, on avait aussi le fils immédiatement, des serments au premier faux Dimitri, à Basil Chouïski, à Ladislas qu'on avait juré de servir comme tsar, le fils du roi de Pologne. Donc pour se purifier de tous ces parjures, 3 jours de jeûne sont ordonnés. Et tout le monde y est soumis, même les enfants à la mamelle. Voilà, on ne voulait pas aussi prendre dans cette armée d'éléments impurs, c'est-à-dire qu'ils ont fait attention de ne pas prendre de mercenaires qui avaient passé d'un camp à un autre pendant ces temps de troubles tellement compliqués. Ils ne veulent pas non plus des Cosaques qui sont pillards par nature et des meurtriers par nature, des pirates en fait. Ils veulent une armée sainte. Et donc à la tête de l'armée, on va mettre des moines et des évêques qui vont marcher avec des icônes portées en procession à la tête des colonnes militaires. Et en fait, ça va galvaniser le peuple, en fait, qui va quelque part vivre ça comme une croisade contre les méchants polonais catholiques, en fait. Hein. Donc ça va relever en fait le sentiment national russe. Et ça va fonctionner. Alors, Minin et Pojarski sont pas complètement idiots. Minin, c'est le boucher. Le boucher, voilà. Et le prince Pojarski, ils sont pas complètement idiots, ils savent que il faut quand même s'attirer quelques bonnes grâces, et donc ils vont entamer des discussions avec la Suède. Parce que l'ennemi le plus urgent, c'est les Polonais qui sont à Moscou. Donc on négocie avec la Suède. On leur fait croire d'ailleurs qu'on va favoriser l'élection d'un prince suédois sur le trône de Russie. Bon. Alors là, on est à la limite du mensonge, donc là, c'est pas terrible quand même, mais en tout cas, ça permet d'avoir une neutralité suédoise dans l'affaire. Et on rassemble des troupes qui finalement se réunissent à Yaroslav, la ville de Yaroslav, et de là, on marche sur Moscou. Et à Moscou, ce tenaient toujours les Cosaques de Zarutsky, qu'on avait évoqués, et puis les troupes du prince Troubetskoï. Deux corps armés qui ne s'entendaient pas et dont les dissensions avaient permis aux Polonais de se maintenir au Kremlin de Moscou. Et en fait, la nouvelle armée ne s'entend pas plus avec les Cosaques pillards et avec les Troubetskoy. Et les Troubetski. Donc, en fait, on fait bande à part. Et en fait, les Polonais, sentant le problème, ont envoyé des troupes depuis la Pologne qui marchent sur Moscou, commandé par un hetman, Chodkiewicz, un nom qui sera célèbre par la suite dans l'histoire de la Pologne pour d'autres raisons. Et là, en fait, à la fois, Minin et Pojarski battent les troupes polonaises d'un côté, et quand même les Cosaques sur une des rives de la Moskova, et sur l'autre rive, en fait, les Cosaques sortent de Moscou et battent aussi le reste des troupes polonaises. Ils ont hésité, mais finalement, ils ont pris le parti de se battre avec Minin et Pojarski. Et en fait, du coup, alors, il y a eu des tractations entre les deux camps, évidemment. Vous senti de quel côté penchait le manche? Peut-être, oui. Et une fois l'armée de secours polonaise battue, eh bien, on met à nouveau le siège de façon sérieuse au Kremlin. Et la garnison polonaise du Kremlin est affamée au point de manger de la chair humaine pour essayer de survivre. Décidément. Décidément. Et vous ne parlez que de ça aujourd'hui. Et elle finit par capituler. Donc là, c'est une grande victoire, évidemment, pour le Parti national. Et elle capitule et on lui garantit la vie sauve, donc ils peuvent rentrer en Pologne à condition qu'ils rendent tous les prisonniers. Et parmi ces prisonniers était le jeune Michel Romanov, en fait, qui va devenir quelqu'un d'important tout de suite. Voilà. Et là, nous sommes en 1612. 1612, tout à fait. Alors c'est vraiment une année symbolique dans l'histoire russe, parce que c'est la libération de Moscou, et 200 ans plus tard, en 1812, c'est aussi la libération de Moscou
puisque on chasse Napoléon à nouveau, en fait, hein. Donc, les Polonais ont été chassés en 1612, les Français ont été chassés en 1812. Et en 1812, pour renouveler la mémoire de la libération de Moscou par les forces du prince Pojarski et du boucher Minine, eh bien, on a élevé un magnifique monument qui est toujours aujourd'hui sur la place Rouge, avec les statues du boucher Minine et du prince En Pojarski. quelle année? En 1812. Voilà. Alors, c'est un monument très important dans l'univers patriotique russe, bien sûr. Alors du coup, Moscou est libéré et on peut s'atteler à une grande tâche qui est d'élire un nouveau tsar, puisqu'il n'y a plus de tsar. On a chassé les Polonais, ça y est, ils sont rentrés chez eux. Et l'armée de secours de Sigismond est battue et en fait la garnison polonaise de Moscou a été chassée et retournée aussi en Pologne. Donc, on peut procéder à l'élection d'un tsar. Donc, en 1613, l'année d'après, on fait une grande assemblée des États généraux, Zemski Sabor en russe. Donc, on pourrait traduire ça par le concile ou le collège de la terre, en fait. Donc, on réunit tous les délégués de toutes les provinces, les grands dignitaires ecclésiastiques, les évêques, les boyards, les représentants des marchands, des villes. Toutes les villes sont représentées, les différents oblasts, les districts. On vérifie que tous les délégués aient bien un pouvoir en règle. On voulait faire les choses vraies pour asseoir une nouvelle légitimité à celui qu'on élirait. On commence par se mettre d'accord qu'on ne devrait élire aucun étranger, pas de Polonais ni de Suédois, puisqu'on avait quand même élu le Ladislas Vasa précédemment. Alors évidemment, ça c'est ok, tout le monde est d'accord pour ce point, mais ensuite il faut trouver un nom quand même pour qui va-t-on élire. Et bien sûr, les rivalités qu'on peut imaginer, les briques se mettent en place immédiatement. Mais très vite, on prononce un nom, celui de Michel Romanov, jeune prisonnier qui est libéré de la prison du Kremlin où il était détenu par les Polonais, et qui va rallier très vite tous les suffrages, en fait. Il est très jeune, il n'a que 15 ans. Alors quelque part, ça rassure aussi, parce qu'on se dit, on pourra le manipuler. Donc pour les grands boyards, voilà, il fait pas trop peur. C'est pas un chef de guerre, voilà. Et puis, quelle est sa légitimité ? Eh bien, finalement, c'est un des plus proches parents de l'ancien d'Ivan IV le Terrible, puisque Ivan IV était son grand-oncle. Il était voilà, puisque Ivan IV avait épousé une princesse Romanov, Anastasia Romanova Zakharine, qui était la première épouse d'Ivan IV le Terrible et la mère de Théodore Ier, de Fiodor Ier, qui a succédé à son père. Donc le métropolite Philaret est en fait qui est toujours vivant, qui est prisonnier des Polonais, qui est pas libéré. Eh bien, c'est le père de ce Michel Romanov. Donc le métropolite Philaret Romanov, on l'a vu, avait été écarté du pouvoir par Boris Godunov, qui l'avait réduit à être moine. De moine, il était devenu évêque, puis il avait été consacré patriarche de Moscou temporairement par que je me perde plus, par le second Faux Dimitri. Et ensuite, il avait été envoyé pour négocier la paix en Pologne, et puis finalement capturé et gardé en captivité par les Polonais. Et en fait, ce Philaret Romanov, Fiodor Romanov de son nom de naissance, est le neveu de la tsarine, femme d'Ivan IV, en fait. Son père était Nikita, qui avait été conseiller à la cour d'Ivan IV. Et donc, le grand-père de Michel Romanov est le beau-frère d'Ivan IV. Voilà.
Donc il y a un lien de parenté, certes non direct, mais il y a une certaine légitimité en fait. Le souvenir d'Ivan IV est toujours présent et, ça va asseoir cette candidature. Alors, on élit Michel Romanov. Et quelque part, il capitalise aussi l'aura qu'a son père, le métropolite Philaret, qui était une grande personnalité. Alors, il est tout jeune, il a 15 ans. On va le chercher à Kostromad, où il est dans un monastère avec sa mère. Il hésite un peu, il est tout jeune, mais finalement, il accepte et il est couronné à la cathédrale de la Dormition du Kremlin de Moscou. Donc c'est la cathédrale où doit se faire le sacre donc, du tsar. Et alors, ce jeune homme n'a que 17 ans au moment de son sacre. Il n'est pas très bien éduqué, il sait à peine lire. Il n'est pas très habile, il est un peu... c'est un homme de paille quelque part et en fait on le conçoit un peu comme ça malheureusement. Mais la dynastie durera 3 siècles. Oui, et voilà. Et il s'intéresse peu aux affaires publiques et il doit, pour monter sur le trône, s'engager à signer un acte par lequel il restreint son pouvoir. Et ce n'est plus un autocrate avec tous les pouvoirs. On sent bien que dans cette période des troubles, les grands boyards ont profité à chaque fois pour prendre toujours plus de pouvoir. Pour avoir plus de pouvoir. Donc ses chances paraissent très minces. Il avait quand même pour lui d'avoir été poussé par cette libération extraordinaire, ce mouvement national mené par un boucher et un petit prince. Il n'avait pas eu de tâche sur son histoire. C'était aussi un avantage pour lui. Il n'avait pas trempé dans des conjurations, il n'avait pas prêté allégeance à tel ou tel faux Dimitri. Donc, il y avait un potentiel quand même dans sa candidature. Et en fait... les Polonais d'ailleurs vont réagir. Alors l'épisode n'est pas forcément attesté par tous les historiens, mais il semblerait que, apprenant l'élection de Michel Romanov, en fait, les Polonais envoient des troupes pour le saisir dans Kostroma. Et en fait, un paysan, Ivan Soussanine, égare les Polonais dans les bois ensuite, et pour sauver son prince et permettre au jeune Michel de s'échapper pour regagner Moscou, et meurt sous les coups des Polonais. Et cet épisode est le sujet d'un bel opéra de Glinka qui s'appelle Une vie pour le tsar. Et voilà. Et en fait, l'élection de Michel Romanov va marquer la fin du temps des troubles. Alors... Donc, tant des troubles qui ont duré presque 40 ans. Oui, en fait. Certains mettent même le règne de Boris Godunov dans le temps des troubles, quelque part. Même si encore plus... la guerre civile n'est pas extrême, mais voilà, il y a un problème de légitimité du pouvoir. Et le nouveau pouvoir, la nouvelle dynastie qui s'instaure avec Michel Romanov, puisque c'est l'origine de cette nouvelle maison qui règne sur la Russie, celle des Romanov, eh bien, est encore à construire. Et puis Michel est un enfant, il n'a pas le génie d'un Henri IV ou d'un Louis XIII qui doivent reconstruire la France après les guerres de religion. Le jour de son couronnement, d'ailleurs, il y a des militaires qui lui présentent une requête parce qu'ils n'ont pas été payés. Les grands chefs de guerre n'ont plus de revenus parce que leurs fiefs patrimoniaux sont dévastés par la guerre civile. Alors le tsar et le clergé envoient des lettres à toutes les villes russes pour leur demander de payer les troupes. Et ça marche. Et puis... la Russie n'est pas pour autant pacifiée. On a eu un tsar à Moscou, mais il y a encore beaucoup de bandes de brigands qui rôdent un peu partout. Il faut pacifier le Dimitri. Pays. Il y a encore des faux, oui. Et notamment les Cosaques. Les Cosaques sont toujours très turbulents. Et on va attaquer les Cosaques du Don avec leur chef Zaroutsky. Les habitants d'Astrakhan sont outrés par leur barbarie et ils s'étaient soulevés contre ces Cosaques.
et en fait, les troupes régulières de Michel Romanov vont prendre le chef Zaroutsky à Astrakhan et ils vont le ramener à Moscou. Ils vont le supplicier sur un pal. Et, et en fait, le fils du second faux Dimitri, que le second faux Dimitri avait eu avec la femme du premier faux Dimitri, qu'il avait reconnu comme la continuation de son premier mari, qui s'appelait Ivan, qui avait 3 ans, je crois, est pendu. Comme ça, on ferme désormais définitivement la page des différents faux Dimitri. Et sa mère, la princesse polonaise Marina, qui avait épousé le premier faux Dimitri, puis avait fait semblant de reconnaître le deuxième faux Dimitri, et meurt en prison à Moscou. Voilà. Alors, on va pas avoir le temps de traiter, je pense, toute la vie de Michel Romanov, mais commençons quand même. Alors, il faut quand même faire la paix avec la Pologne, parce que les affaires sont pas réglées. Et on fait une première réunion entre Russes et Polonais en 1615, donc 2 ans après le sacre de Michel Romanov. Un congrès de paix se réunit sous les murs de Smolensk, qui est prise donc par les Polonais, sous la médiation d'un envoyé de l'empereur d'Allemagne, donc un Habsbourg à l'époque. Et en fait, c'est impossible, la paix est impossible. Les Polonais refusent d'admettre l'élection de Michel Romanov et tenaient toujours à ce qu'on reconnût Ladislas comme tsar de Russie, évidemment. Et voici ce qu'écrit l'émissaire de l'empereur d'Allemagne. Autant valait-il mieux vouloir réconcilier le feu avec l'eau. Donc, alors les négociations sont rompues. Michel Romanov entame des négociations avec la Suède. Alors là, il y a plus de succès parce que ces négociations ont pour médiateur cette fois-ci non plus les Habsbourg d'Autriche, mais l'Angleterre et la Hollande. Et en fait, ces deux puissances maritimes vont s'immiscer dans les négociations de paix entre Russes et Suédois parce que cette période des troubles a considérablement appauvri les marchands hollandais et anglais. On avait déjà vu, cette espèce de ligue de villes portuaires qui s'étendait jusqu'en Russie. Ils avaient des avantages à Novgorod et dans d'autres places marchandes de Russie. En fait, pour eux, c'était l'avantage de se connecter d'une part à la Perse et d'autre part à la Chine, en fait, et d'avoir abondance de biens par le commerce russe. Et la fermeture de la Russie pendant le temps des troubles a été très préjudiciable au commerce, en fait. Donc les Hollandais et les Anglais, pour des raisons économiques, vont pousser à la paix. Et peut-être qu'ils ne voyaient pas non plus d'un très bon œil la puissance suédoise qui était alors à son apogée. Oui, tout à fait. Qui avait presque fait de la Baltique un lac suédois. Oui, tout à fait. Et donc... voilà, il y a des négociations il y a un marchand qui s'appelle John Merrick qui vient à Moscou, envoyé comme plénipotentiaire de Jacques Ier d'Angleterre, et qui va faire la médiation entre Gustave Adolphe de Suède et Michel Romanov. Alors en fait, on arrive on fait un congrès de paix aussi, qui se conclut par un traité de paix. En fait, le traité de paix consacre l'abandon par la Russie de la Carélie et de la Livonie, en fait, qu'elle avait dû déjà céder. Donc la Russie n'a plus d'accès à la mer Baltique. Elle a dû céder toutes ces terres-là à la Suède. Donc là, c'est entériné. Mais en revanche, la Suède rend Novgorod. Ce qui n'est pas rien quand même, puisque c'est quand même la première capitale historique de la Russie. C'est la grande république marchande, c'est une grande place marchande. Ils rendent aussi le lac Ladoga, ils rendent 2-3 villes aussi entre Pskov et Novgorod. Pskov est libéré aussi. Donc voilà. Et pour la paix, les Russes sont contraints de payer 20 000 roubles, en fait, ce qui est une somme considérable pour l'époque. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Cher Henri, merci pour nous avoir fait traverser toute cette période troublée
Ce temps des troubles. C'est pas gagné encore, hein, Non, 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 mais bon, on a un espoir. Mais Hein. au moins, voilà, on sait quand même par avance que ça la va dynastie est établie, puisque Oui. euh, Ils ont fait le bon choix là. voilà, Ça- on sait qu'il y en a pour 3 siècles jusqu'au prochain grand trouble. Oui. Voilà, et donc nous arrivons au terme de cette émission. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver pour les célébrations de la Semaine Sainte et, et de Pâques. Oui. Et puis, bien sûr, nous nous retrouvons dans 4 semaines pour la suite de ces aventures russes, ces émissions consacrées à la Russie. Et puis, bien sûr, restez à l'écoute de Radio Courtoisie pour la seconde partie de cette émission.